Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination des élèves de 3e. J'ai enfin pu résoudre mes problèmes techniques. Alors, cette semaine, on va aborder encore une fois la décolonisation, mais sous un angle un peu particulier. On va essayer de revenir sur les raisons qui ont amené ces mouvements d'indépendance, et pour ça, il faut revenir sur ce qu'a été la colonisation, qui était au programme d'études en histoire de 4e, et les sociétés coloniales, comment elles fonctionnaient, et la présence française, la présence britannique dans ces territoires, comment on peut la caractériser? Alors avant tout, il faut revenir sur la justification qu'on a donnée à tout ça. Les puissances européennes, que ce soit la France, le Royaume-Uni, mais aussi le Portugal, les Pays-Bas et d'autres, ont conquis une grande part de la planète au XIXe siècle. Quand je dis une grande part, il s'agit de la quasi-totalité du continent africain, une très grande partie du continent asiatique. Bref, on voit que là, on a une conquête de la part des puissances européennes qui s'est étalée sur des territoires tout à fait immenses. À son apogée, l'Empire français, l'Empire colonial français, incluait toute l'Afrique de l'Ouest, ou presque, une grande partie de l'Afrique centrale et toute l'Asie du Sud-Est. L'Empire britannique, lui, c'était plutôt l'Empire britannique des Indes, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, etc. Donc là, on voit qu'on a des empires qui se sont étendus sur des territoires immenses, et comment on a pu justifier ces conquêtes. Je vais revenir ici sur les mots d'un homme politique français du XIXe siècle, Jules Ferry, qui, à l'Assemblée nationale, défendait justement la colonisation. Alors, je vais revenir sur ces mots par un extrait d'un de ses discours prononcés en juillet 1885. C'est un des discours les plus célèbres de Jules Ferry, étant donné qu'il pose ce qu'on va appeler la mission civilisatrice de la France à l'étranger. Donc, soi-disant qu'on devait apporter la civilisation à ces territoires. Alors, voilà ce qu'il nous disait. Sur le terrain économique, ce qui manque à notre industrie, ce sont des débouchés. Or, ce problème est intimement lié à la politique coloniale. Il faut chercher des débouchés. Messieurs, il y a un second point que je voudrais aborder, c'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. On y vient. Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. De nos jours, je soutiens que la nation européenne s'acquitte avec grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de civilisation. Il faut aussi savoir qu'une marine comme la nôtre ne peut se passer sur la surface des mers d'abris solides, de défense, de centres de ravitaillement. Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, croyez-le bien, c'est abdiquer, c'est descendre du premier rang au troisième, puis au quatrième. La France ne peut pas seulement être un pays libre, elle doit répandre son influence sur le monde et porter partout où elle le peut ses mœurs, son drapeau, ses armes, son génie. Alors ce discours de Jules Ferry, il est tout à fait explicite et il correspond parfaitement à son époque. On parle de race inférieure, race supérieure. Le racisme était à ce moment-là quelque chose d'ancré dans tous les esprits et quelque chose qui était soi-disant prouvé scientifiquement. Bref, tout ça on sait aujourd'hui que c'est faux. Cette mission civilisatrice de la France, en réalité, elle cache d'autres choses. Même Jules Ferry le dit dans son discours, il ne commence pas par la mission civilisatrice et apporter le bien-être à ses populations. Il commence par les débouchés économiques. C'est là qu'est le réel avantage de la colonisation. On va aller chercher des ressources dans ces territoires et les populations vivant dans ces territoires vont nous servir de débouchés économiques. On va pouvoir leur vendre les produits issus de l'industrie européenne. Alors ça, c'est de cette manière-là qu'on justifiait la colonisation, cette mission civilisatrice. Alors qu'est-ce qu'il en est en réalité? Eh bien déjà, on peut voir que les conquêtes coloniales, elles ne se sont pas déroulées de manière pacifique. Je vais prendre ici l'exemple de la conquête de Madagascar à la fin du XIXe siècle, au moment justement où Jules Ferry prononce ce discours à l'Assemblée nationale
la conquête de Madagascar débute. Alors là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je vais vous citer là encore les mots d'un officier français, officier militaire français présent lors de cette conquête, pour voir ce qu'il nous en dit. Est-ce que ces peuples ont accepté l'arrivée de la France comme l'arrivée de sauveurs venus leur apporter la civilisation? Pas tout à fait. Donc un Français nous témoigne de la répression française et de la résistance malgache, la résistance des habitants de Madagascar. Des actes de répression dans l'Imerina eurent lieu le 5 mars 1896. 4 unités mobiles de la compagnie Thévenin devaient cerner Manaritsu, qu'on prétendait être le refuge d'une bande de rebelles. Après le cessez-le-feu, on continua de tirer et de charger à la baïonnette. La répression fut impitoyable. En novembre, je partis à Ambatomanga. Les abords du village étaient jalonnés de piquets surmontés de têtes. Les exécutions se faisaient presque journellement. De fait, il n'arrivait à Ambatomanga que des gens qu'on prenait soi-disant les armes à la main et à qui on coupait la tête. Sans interrogatoire, sans aucune forme de procès. Maintenant, on voyait dans tout le pays en insurrection des chefs de bande entraînant les populations. Alors ça, c'est pour vous montrer une chose, c'est que ces conquêtes coloniales, elles se sont faites par la violence. Ça, c'est pour Madagascar, mais on peut prendre l'exemple de l'Annam et du Tonkin qui vont former l'Indochine française, là où on trouve le Vietnam, et de la prise du port de Hue en 1883. Pierre Loti, officier de la marine française, qui participe à tout cela, évoquera la prise du port de Hue comme une grande tuerie. On voit déjà que la mission civilisatrice de la France, là, elle est un peu mise à mal par cette violence. Pourquoi parler de tout ça dans le cadre de la décolonisation? C'est pour expliquer pourquoi les populations de ces territoires rejettent à ce point-là la présence française, la présence britannique. Une part de l'explication, elle est là. Elle est dans cette violence perpétuelle. Alors ensuite, dans les bienfaits de la colonisation, on va parler des créations d'écoles, des créations d'infrastructures, de routes, de chemins de fer, de ports, etc. Tout cela est vrai. Les puissances coloniales ont créé tout cela dans ces États. Mais là encore, les écoles qui sont créées ne sont là que pour former des indigènes dociles qui vont participer au travail de l'administration coloniale. C'est ce que dénonce Gandhi quand il prône la désobéissance civile. Il dit « N'allez plus dans les écoles d'État parce qu'elles vous forment à suivre la doctrine, suivre les ordres de la puissance coloniale. » Les infrastructures, elles ne sont là en réalité que pour faciliter le commerce avec la métropole. Et elles ne sont pas là pour servir la population. Alors tout cela, ça nous amène finalement, après cette Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945, où ces puissances européennes vont être considérablement affaiblies, on l'a vu. Leur image a été bien ternie et remise en cause. On ne voit plus la France comme une grande puissance à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. La France a été vaincue en quelques semaines par l'Allemagne nazie en 1940. Donc dans ces territoires colonisés vont émerger ces mouvements d'indépendance. On va ici s'intéresser précisément à ce qui se passe au Vietnam, ce qu'on appelle l'Indochine française. Parce que là, on a un exemple tout à fait caractéristique de tout cela. Je vais prendre ici, là encore, les mots d'une personne, mais ici, d'une personnalité plutôt importante dans le cadre de ces mouvements de décolonisation. Ce sont les mots de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, c'est un nom à connaître. C'est lui qui va faire cette déclaration d'indépendance du Vietnam en 1945 et qui va lancer le Viet Minh, un mouvement communiste au Vietnam dont le but va être de gagner l'indépendance du Vietnam, d'instaurer un régime communiste et donc de prendre ses distances par rapport à la puissance coloniale qu'était la France. On va voir ce qu'il nous dit dans cette déclaration d'indépendance du Vietnam. Alors là, je vous cite les mots directement d'Ho Chi Minh. « Tous les hommes naissent égaux. Le Créateur nous a donné des droits inviolables, le droit de vivre, le droit d'être libre et le droit de réaliser notre bonheur. Cette parole immortelle est tirée de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique de 1776. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française
proclame également « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Ce sont là des vérités indéniables. Pourtant, pendant plus de 80 années, les colonialistes français, abusant du drapeau de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, ont violé nos terres et opprimé nos compatriotes. Leurs actes vont directement à l'encontre des idéaux d'humanité et de justice. Dans le domaine politique, ils nous ont privés de toutes les libertés. Dans le domaine économique, ils nous ont exploités jusqu'à la moelle, ils ont réduit notre peuple à la plus noire misère et saccagé impitoyablement notre pays. Pour ces raisons, nous, membres du gouvernement provisoire, déclarons au nom du peuple du Vietnam tout entier nous affranchir de tout rapport avec la France impérialiste. Ça, c'est la déclaration d'indépendance du Vietnam, prononcée par Ho Chi Minh. Alors ça va amener à une réaction française immédiate. Le gouvernement provisoire en France, dirigé alors par le général de Gaulle, va lancer un mouvement militaire directement en Indochine. Ça va être le début de ce qu'on appelle la guerre d'Indochine. Alors on va envoyer les forces expéditionnaires françaises en Extrême-Orient, en Indochine. Et on tente de recruter massivement en France. Il s'agit de retrouver un peu de gloire militaire en France. Ces forces expéditionnaires françaises, elles vont recruter massivement sous le slogan « Hier Strasbourg, demain Saigon ». Alors, hier Strasbourg par rapport à la reconquête de l'Alsace sur l'Allemagne nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, demain Saigon. Saigon est une ville du Vietnam. Cette guerre d'Indochine, elle va avoir des conséquences terribles sur place. Et l'armée française va repartir de là la queue entre les jambes, si je puis dire. Au milieu des années 1950 a lieu la bataille de Dien Bien Phu, qui est une défaite absolument terrible pour les forces françaises. Les forces françaises se sont retrouvées enfermées dans ce qu'on pourrait appeler une cuvette entourée de montagnes, avec les forces vietnamiennes, les forces du Viet Minh, le mouvement communiste fondé par Ho Chi Minh, situé tout autour, et ça a été un massacre. Après cela, le Vietnam est partagé en deux parties, Vietnam du Nord, dirigé par le Viet Minh d'Ho Chi Minh, et le Vietnam du Sud, qui sera là, censé être une démocratie libérale. Et on voit là l'impact de la guerre froide dans tout ça. Un régime communiste face à un régime libéral. Bref. Tout cela, voilà, nous permet un petit peu de comprendre mieux pourquoi ces mouvements de décolonisation ont eu lieu. Déjà, une grande violence dans la conquête coloniale au XIXe siècle qui va marquer les mémoires des peuples colonisés. Ensuite, l'exploitation des ressources sous couvert de missions civilisatrices, on va exploiter en réalité ces territoires et ces peuples. Et l'affaiblissement des puissances européennes lors de la Seconde Guerre mondiale fournit pas une excuse, pas un prétexte, mais une opportunité aux peuples colonisés pour combattre et récupérer leur indépendance. Et on voit que Ho Chi Minh fait appel à des valeurs occidentales pour réclamer l'indépendance. Il fait appel à la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Il fait appel à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen français. Tout cela nous montre plusieurs choses. C'est que tout n'est pas noir ni blanc. Parce qu'Ho Chi Minh n'est pas non plus un enfant de cœur, si je puis dire. Le Viet Minh au Vietnam du Nord et son pendant au Vietnam du Sud, le Viet Cong, vont commettre des atrocités tout à fait terribles. Bref, ces mouvements d'indépendance, voici en tout cas ce qu'on peut dire sur leurs raisons. Pour le dérouler, je vous renvoie un petit peu à la vidéo de la semaine dernière et à la leçon. Et d'ici là, je vous demande, si vous avez bien aimé cette vidéo, de laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions sur tout cela, vous pouvez les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos.